Bienvenue sur Voie lactée, vous écoutez l'épisode 8 de L'actu sous le radar. Regardez bien l'écran devant vous, cette pensée qui vient de traverser votre esprit, cette petite voix intérieure que vous croyez être votre dernier jardin secret. En 2026, elle ne vous appartient déjà plus. Et c'est probablement le constat le plus brutal de notre époque. La barrière hémato-encéphalique, ce filtre biologique intraitable qui a protégé notre cerveau des pathogènes pendant des millions d'années, eh bien, elle possédait jusqu'à très récemment un équivalent juridique absolu. Un rempart invisible, oui, mais sacré. Le droit inaliénable à l'intimité de la pensée. Et on le voit clairement dans les documents, cette muraille a officiellement cédé. Elle s'est effondrée. Et l'objectif de notre investigation d'aujourd'hui, c'est de disséquer le déploiement de ce que les mémos internes qualifient de neurolégalisation. On parle ici d'un arsenal législatif et technique inédit, conçu pour extraire, classifier et surtout monétiser l'activité cérébrale humaine, et ça, en temps réel. C'est ça. Les interfaces cerveau-machine, les fameuses ICM, ce ne sont plus du tout de simples dispositifs médicaux expérimentaux. Elles ont été arrachées au laboratoire pour être intégrées de force dans nos codes civils et pénaux. Ce qui soulève la problématique centrale de ce dossier, comment est-ce qu'une architecture judiciaire, qui a historiquement été conçue pour juger des actions tangibles, des préjudices matériels, comment a-t-elle pu muter en un système qui incrimine l'impulsion bioélectrique à sa source? Avant même qu'elles ne se traduisent en actes. C'est terrifiant. L'espace de délibération interne est méthodiquement annihilé. L'endroit où un individu pouvait formuler une idée, la peser, la rejeter sans la moindre conséquence, ça n'existe plus. Mais avant d'examiner l'aspect punitif, l'aspect étatique de la chose, il faut vraiment analyser la genèse économique de ce piratage. Parce qu'avant que la loi ne puisse sanctionner une pensée, il a fallu que le secteur privé s'en approprie les droits. C'est une trajectoire d'appropriation très classique en fait. Tout à fait. Le processus a commencé par une redéfinition purement commerciale de la cognition. Les rapports de prospective que nous avons épluchés parlent carrément de copropriété cognitive. Avec un modèle économique sous-jacent d'une froideur mathématique absolue. Si on prend le cas des implants neuronaux de dernière génération, ceux déployés massivement par des entités comme Neuralink ou Synchrone, le paradigme de l'achat a totalement disparu. On n'achète plus un implant aujourd'hui. Non, on le loue. On assiste à un basculement total vers le modèle SaaS, le Software as a Service. Et c'est là le point de bascule. L'infrastructure hardware, les filaments physiques, ils sont bien incrustés dans le crâne de l'individu. Mais l'algorithme d'intelligence artificielle, celui qui décode et traduit les signaux électriques en pensée structurée, cet algorithme-là, il est sous licence. Ce qui veut dire que l'accès à ses propres capacités augmentées dépend d'un abonnement actif. Exactement. Il faut être connecté au serveur de la corporation. Ce qui nous amène à un paradoxe juridique vertigineux sur la propriété intellectuelle. Si l'infrastructure qui permet de formuler une idée complexe opère sous une licence restrictive, à qui appartient légalement l'idée au moment précis où elle naît ? Eh bien, c'est la question que les tribunaux de commerce ont tranchée l'année dernière. Prenons un exemple concret tiré des jurisprudences. Un ingénieur équipé d'un implant conçoit une architecture de pont révolutionnaire. L'organisme humain héberge le dispositif, certes, mais la corporation détient les droits du réseau de neurones artificiels qui a optimisé la pensée. L'algorithme qui a pioché dans les bases de données, qui a aidé le cerveau à faire la connexion, c'est un peu comme le système de saisie semi-automatique sur les... Sur les anciens téléphones, oui, c'est la même logique, mais appliquée directement au cortex. Si la machine prédit et complète le schéma neuronal, elle revendique de fait le statut de co-auteur. Et la justice a statué en faveur des corporations. L'idée est désormais qualifiée de produit dérivé de l'algorithme. Le cerveau humain n'est plus qu'une plateforme d'hébergement. Une simple infrastructure organique pour un logiciel propriétaire qui, lui, génère la vraie valeur financière. Et cette dépossession, elle est en train de s'étendre massivement dans l'écosystème professionnel, surtout avec l'introduction des nootropiques de synthèse de grade industriel. On observe la formation d'une nouvelle fracture biologique sur le marché du travail. Une classe de travailleurs modifiée chimiquement et technologiquement pour maintenir une concentration ininterrompue. C'est ce qui se matérialise dans les nouveaux contrats de travail de 2026. Les fameuses clauses de rendement synoptique. Voilà, c'est le terme technique. Les directions des ressources humaines ne louent plus la présence physique d'un individu pendant 8 heures. Elles louent la bande passante cognitive maximale. Le maintien dans l'emploi est littéralement conditionné au maintien d'une fréquence cérébrale spécifique durant les heures ouvrées. Et il faut bien mesurer la violence de cette clause. C'est purement clinique.
En instaurant ces objectifs de rendement synaptique, l'entreprise qualifie légalement l'état d'attention. Et par corollaire, elle qualifie l'inattention. La fluctuation naturelle de la pensée, la pause mentale spontanée, ce n'est plus une nécessité physiologique. C'est requalifié juridiquement. C'est écrit noir sur blanc dans les contrats que nous avons consultés. Une rêverie est désormais un vol de temps processeur. Un vol de temps processeur. C'est effarant. C'est l'équivalent cognitif de laisser tourner le moteur d'un véhicule de fonction dans le vide, avec l'essence de l'entreprise. L'analogie est parfaite. Le cerveau humain est mesuré avec la même métrique d'efficience qu'un serveur dans un data center. Toute baisse de régime neuronal par rapport à la base exigée est une rupture de contrat. Ça justifie une pénalité financière, ou même un licenciement pour défaillance de bande passante. L'industrialisation de l'esprit est totale à ce stade. Et la logique est implacable. Dès lors que le cerveau est perçu comme un processeur monitoré, l'étape suivante pour les acteurs économiques consistait à en prendre le contrôle direct, le but étant de générer de la demande. C'est ce que nos sources appellent le neuromarketing invasif. Oui, on le voit très bien dans les récents brevets déposés par les conglomérats technologiques. C'est un armement pur et simple des signaux environnementaux. Les documents nomment cela l'attention forcée. Il ne s'agit plus de capter l'attention, il s'agit de la séquestrer. Absolument. Le mécanisme est fascinant sur le plan biologique, bien que cauchemardesque. Ils émettent des fréquences sonores inaudibles par l'oreille humaine ou intègrent des microstimulations lumineuses ultra rapides dans les écrans d'affichage public, les terminaux de paiement. Des signaux indécelables à l'œil nu? Indécelables, oui. Pour comprendre l'efficacité de cette arme, il faut regarder l'architecture de notre cerveau. Le marketing classique, même le plus agressif, reposait sur la suggestion. La proposition visuelle ou auditive devait inévitablement traverser le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est le centre de l'évaluation rationnelle du jugement complexe. C'est un peu le siège biologique du libre arbitre. C'est ça. Ce filtre permettait à un individu de regarder une publicité et de se dire « non, je n'ai pas besoin de ce produit ». Sauf que le neuromarketing de 2026, avec ses protocoles d'attention forcée, opère un court-circuit complet. Les fréquences inaudibles déploient une résonance qui contourne totalement le cortex préfrontal. Les signaux empruntent des voies neuronales directes vers l'amygdale et le système limbique, les centres primaires de la survie et de l'instinct. Ces fréquences ne demandent pas l'approbation de la conscience rationnelle. Elles déclenchent mécaniquement des pics artificiels de dopamine ou de cortisol, ce qui engendre une altération physique immédiate. Ce n'est plus de la persuasion, c'est de la manipulation cellulaire. L'individu ciblé se met soudainement à ressentir une urgence anxiogène ou une nécessité viscérale pour un stimulus très spécifique. Et le plus glaçant dans tout ça, c'est que l'individu ne comprend pas l'origine de cette pulsion. Non, puisque la conscience analytique a été mise hors circuit pendant l'infection du signal. Le cerveau va automatiquement chercher à rationaliser la sensation a posteriori. C'est l'induction de besoin dans sa forme la plus pure. On ne crée même plus un désir par une image séduisante, on injecte un besoin physique de consommer un service précis. Et ça, avant même que le logo de l'entreprise n'atteigne la conscience visuelle du sujet. Le libre arbitre économique est dissous. Le choix d'acheter devient une illusion rétrospective, un simple récit généré par le cortex préfrontal pour justifier une impulsion limbique implantée de force. Et ce niveau de contrôle sur la matière neuronale, qui a d'abord été affûté par le secteur commercial, a inévitablement attiré l'attention de l'appareil d'État. Les prérogatives régaliennes ont fusionné avec ces outils de monitoring. C'était une question de temps. Le pouvoir a très vite compris qu'une technologie capable d'induire un comportement commercial pouvait être recalibrée pour profiler, anticiper et punir. L'espace judiciaire a été radicalement transformé. C'est l'intégration de la justice prédictive. Et l'outil central de ce nouveau paradigme, c'est l'IRMF, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Ce n'est plus un simple outil de diagnostic médical. Non, c'est devenu le détecteur de vérité obligatoire des tribunaux modernes. La procédure a fondamentalement changé. Durant une audition, le prévenu est scanné en temps réel. Le dispositif ne capte pas les mots qu'il prononce, il capte le flux sanguin. La figure du juge humain qui évalue la crédibilité d'un témoignage a été subordonnée à une intelligence artificielle judiciaire. L'IA analyse la fluctuation de l'oxygénation sanguine dans des zones ultra spécifiques, comme le cortex singulaire antérieur. Et le but de la machine, c'est d'évaluer mathématiquement la sincérité. Le processus est d'une froideur inouïe. Prenons un individu à la barre qui exprime des remords. L'algorithme analyse son cerveau à l'instant T.
Si les zones associées à l'empathie présentent un afflux sanguin inférieur au modèle statistique de référence défini par l'État, La parole de l'individu est immédiatement invalidée. Le système considère la déclaration verbale comme un artefact mensonger. ce qui déclenche un protocole automatique d'aggravation de la peine par l'IA. Les motifs inscrits dans les bases de données judiciaires sont terrifiants. On y lit des choses comme dissimulation cognitive ou haut risque de récidive structurelle. C'est un renversement total. La vérité juridique ne dépend plus de la confrontation des faits, elle est soumise à une modélisation algorithmique du métabolisme cérébral. Si votre cerveau ne s'illumine pas de la bonne manière sur l'écran du tribunal, vous êtes statistiquement coupable de duplicité. Et cette architecture de surveillance pénale, elle déborde très largement des murs des tribunaux. Elle s'applique aujourd'hui à la population civile dans son ensemble. C'est ce que nos confrères analystes décrivent comme le grand déclassement biologique. Il faut absolument faire le lien avec le dossier que nous avons traité récemment sur le score de santé sociale. Ce système d'évaluation du comportement public a subi une mise à jour majeure. Il intègre désormais ce qu'on appelle le score de stabilité neuronale. Un score basé sur une collecte de données permanente et passive. Les portiques de sécurité urbains, les algorithmes de recrutement, tous ont accès aux signatures cérébrales de base des citoyens, captées via leurs implants. Et le fonctionnement est purement préventif. Un individu dont le schéma neuronal présente des pics classifiés par l'IA comme instables ou, pire, subversifs, subit des sanctions immédiates. Des sanctions bien réelles. On parle du refus d'accès à un crédit bancaire sous prétexte d'une impulsivité limbique excessive ou l'interdiction de pénétrer dans une gare à cause d'une hausse inexpliquée des marqueurs d'hostilité. On voit même des rejets de candidatures professionnelles pour incompatibilité synaptique avec le travail d'équipe. Et tout ceci s'applique à des sujets qui n'ont commis strictement aucune infraction légale. Le système sanctionne des probabilités. Nous assistons à la mort clinique de l'habeas mentem. C'est un principe fondamental qui était censé garantir l'intégrité absolue et le sanctuaire inviolable de l'esprit. L'abolition de ce principe, c'est la fin du droit pénal traditionnel. La justice ne sanctionne plus l'action, ni même la tentative d'une action. Elle condamne la simple intention neurochimique. Une pensée furtive de colère intense à proximité d'un bâtiment gouvernemental modifie la fréquence de votre implant. L'algorithme détecte l'anomalie, votre score de stabilité neuronale chute, et vous devenez un criminaire statistique. La justice a abandonné la réparation du passé pour se concentrer sur la stérilisation de l'avenir potentiel. Et l'ingénierie du contrôle va encore plus loin. L'analyse des données de masse a permis d'atteindre un nouveau seuil. La technologie cartographie aujourd'hui la généalogie complète de la pensée. C'est le domaine émergent de la recherche en parenté neuronale. Le concept emprunte directement à la génétique. De la même manière qu'on séquence l'ADN pour tracer des prédispositions médicales, la neurolégalisation s'attelle à identifier les schémas de pensée héréditaires. Les algorithmes de l'État scannent les bases de données familiales sur plusieurs générations pour isoler des structures synaptiques récurrentes. Et bien que les instituts de recherche parlent officiellement de traquer les prédispositions à l'anxiété ou aux addictions, la finalité est hautement politisée. Ce que le système cherche véritablement à isoler, ce sont les architectures mentales corrélées à la rébellion, au rejet de l'autorité ou simplement à l'esprit critique. Et c'est là qu'on arrive à l'horreur absolue de cette doctrine, l'avènement du déterminisme de lignée. Une malédiction biologique, ni plus ni moins. La surveillance d'État s'applique de manière préventive à des familles entières présumées coupables en raison d'une architecture mentale partagée. Les agences de sécurité modélisent des arbres de probabilité intergénérationnelle. Si un ancêtre a manifesté une opposition au système et que cette opposition a laissé une signature spécifique dans l'organisation de son cortex préfrontal, Alors ses descendants, s'ils sont porteurs d'une topologie synaptique similaire, sont d'office classés comme des menaces dormantes. Naître dans une telle lignée signifie naître sous une surveillance algorithmique maximale. le score de stabilité neuronale du nouveau-né est d'emblée dégradé. Le sujet est suspect dès son premier souffle, prisonnier d'un héritage électrique sur lequel il n'a aucun contrôle. Toute notion de réhabilitation ou de libre choix est annulée par ce déterminisme imposé. Le code biologique précède désormais le statut légal de l'individu. Nous arrivons au terme de cette investigation. Si l'on rassemble l'ensemble des données, des brevets et des lois analysées, le constat est saisissant. Nos capacités cognitives de pointe sont devenues la propriété intellectuelle d'une corporation sous licence SaaS. Et en parallèle, nos désirs de consommation les plus profonds ne sont que des réactions cellulaires artificielles injectées par des fréquences environnementales.
Tandis que nos remords, nos peurs et nos indignations sont quantifiés et pénalisés par une intelligence artificielle étatique avant même que nous ayons pu les formuler consciemment. Ce qui nous oblige à poser cette ultime question, celle qui découle de tout ce dossier. La notion même d'individu en tant qu'entité souveraine et pensante, existe-t-elle encore? Ou le sujet humain n'est-il définitivement devenu qu'un simple terminal organique, privé d'autonomie et maintenu en veille dans l'attente de sa prochaine mise à jour comportementale? Ils ont fini de cartographier votre corps, ils commencent à cloner votre esprit. C'était l'épisode 8 de L'actu sous le radar. Restez vigilants, restez humains et surtout, sur Voie lactée, restez sous le radar.